Bon anniversaire Final Cut Pro. Il y a 10 ans, FCPX arrivait sur le Mac App Store, une révolution, un coup de tonnerre pour les monteurs. Ils ont tous les deux été témoins de cette folle aventure de Las Vegas à Paris. Nos invités dans un instant, Erwan Lecloirac et Emmanuel Pampuri. Thibaut Crépel, retenez bien son nom, ce motion designer français fait parler de lui dans le monde entier grâce à une vidéo de 29 secondes qui met en scène le tout premier Macintosh. Il est lui aussi avec nous. Le Congrès américain va-t-il obliger Apple à laisser d'autres magasins d'applications arriver sur l'iPhone ? Tim Cook a appelé Nancy Pelosi et plusieurs démocrates influents pour leur expliquer les risques que représente le sideloading. On va tout vous expliquer. Ma maison connectée, aujourd'hui les enceintes Ikea et AirPlay 2 font-ils bon ménage ? Et puis comment accéder super facilement à vos podcasts préférés, par exemple iWeek et i5, en créant une station dans l'appli podcast. Ce sera le tuto audio de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, c'est Benjamin Vincent qui vous parle dans les AirPods, dans le HomePod, dans le haut-parleur intégré ou ailleurs. Soyez chacune et chacun les bienvenus. C'est un épisode 44 passionnant qui s'annonce avec la Team iWeek, la semaine Apple, le podcast, et non pas un, non pas deux, mais 3 invités. Alors avant de vous les présenter, un petit mot sur i5, notre nouveau bébé, notre premier podcast quotidien, 5 jours par semaine, en 5 minutes. Ou à peu près, vous avez l'essentiel de l'actu Apple avec l'expertise iWeek. Salut la team, salut François et salut Ellie. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, 10 épisodes d'i5 dans les pattes. Ellie, première impression, première sensation. Bah écoute, j'aime toujours autant. Je trouve le format court un challenge, mais en même temps très sympa parce qu'il est très dynamique et c'est un plaisir de le faire. François, toi aussi tu as donné de ton énergie, de ton expertise. Comment tu le sens toi côté coulisses ? Je suis surpris parce que je trouve que le matin à 8h on est quand même bien frais pour faire cette petite émission, donc c'est plutôt sympa. Non, c'est une expérience très, très cool, ça permet vraiment de coller au plus près de l'actu. Et puis ce qui est sympa aussi, mon petit plaisir, c'est d'écouter l'émission quand ce n'est pas moi qui y participe, parce que j'avoue que j'ai beaucoup de mal à m'écouter, donc je n'éprouve pas de plaisir à m'écouter, mais par contre à écouter les autres c'est très plaisant. Donc voilà, les numéros encore qu'on a eu ce matin avec Ellie étaient très sympas, donc c'est une très belle expérience. Bon, je vous rappelle le deal, 3,99€ pour un mois d'i5, ça fait 10 centimes par jour et par épisode à peine, sans engagement et avec 3 jours d'essai totalement gratuit. Alors vous qui avez déjà raté 10 épisodes, essayez i5, c'est exclusivement sur Apple Podcast. L'info de la semaine, c'est Apple qui tremble face au sideloading. On est dans les suites du procès contre Epic Games. Spotify, Tinder et bien d'autres veulent faire plier Apple et échapper à l'App Store et à ses 30% de commission. Tim Cook a pris son téléphone ces dernières heures pour faire du lobbying au plus haut niveau à Washington, alors que le Congrès américain examine les pratiques anticoncurrentielles des géants de la tech. On va essayer de vous expliquer ce qui se joue en ce moment. L'événement de la semaine, c'est un anniversaire et une saga incroyable, celle de Final Cut Pro. Il y a 10 ans et 2 jours, la version 10.0 débarquait sur le Mac App Store, bouleversant les habitudes des monteurs. On va revenir sur cette décennie folle avec 2 de ceux qui l'ont vécu de très très près. Je vais vous saluer à tour de rôle. Bonjour Emmanuel Pampuri. Salut Benjamin, salut à tous. Salut, c'est un plaisir de t'accueillir à nouveau dans iWeek. Alors je sais pas lequel d'entre vous a appelé le SAMU, mais on va profiter de vous tant qu'ils sont pas arrivés. Manu, tu es photographe, réalisateur, fondateur des Geeks Lumineux et du Pampcast. Bon, ça mérite un mot d'explication de ta part, je crois. Un mot d'explication, écoute, déjà pour commencer, c'est vrai que depuis tout petit, depuis que je suis en âge de faire des cartes de visite et qu'on me pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'ai toujours un grand problème, c'est le temps qu'a la personne en face de moi, afin que je puisse lui expliquer, parce que je suis un homme pluriel. Tu as le temps. Tu as le temps. J'ai le temps de le dire là. Ouais, tu as le temps. J'ai quelques heures. Tu as quelques heures devant toi. C'est ça. Donc voilà, réalisateur, photographe, enseignant, journaliste, blogueur, youtubeur, producteur,
et d'autres velléités dans la sphère du développement personnel, du coaching et tout ça. Et donc depuis le début de l'année un podcast, moi aussi, purement audio, qui s'appelle le Pamcast, où je parle d'amour et de relations amoureuses. Voilà, c'est une autre de mes grandes passions. Et les geeks lumineux alors? Les geeks lumineux, donc alors ça c'est un t-shirt des geeks lumineux. L'euro, c'est la vie. Alors ceux qui voient la version vidéo peuvent voir ton t-shirt. Peut-être que tu peux te lever pour nous le montrer. Ah, je peux me lever, ouais, je peux me mettre debout pour montrer voir, le logo. Voilà. Donc t-shirt vert foncé, l'euro, c'est la vie. Voilà, il existe dans plein de coloris. Évidemment. Ouais, il existe dans plein de coloris. Les geeks lumineux, c'est quoi? C'est une communauté de gens que voilà, j'ai commencé à appeler, mais j'aimais bien moi regarder le top 50 quand j'étais gamin. Et Marc Toesca disait salut les petits clous. Alors vu que j'ai pas réussi à dire salut les petits clous, il fallait que je trouve un nom pour identifier mes auditeurs, et je les ai appelés les geeks lumineux. Donc c'est un groupe de discussion sur Facebook. C'est plein d'infos, d'échanges, de partages techniques sur le tournage, la post-prod, tout ce qui tourne autour de la fabrication d'un film ou de photos. Voilà, donc bon, tu as plein de cordes à ton arc, mais tu es évidemment d'abord pour nous ce soir un homme d'image. Et Emmanuel, tu étais aux premières loges, puisque tu étais dans la salle à Las Vegas le jour où Apple a montré Final Cut Pro 10 pour la toute première fois. Tu t'en souviens? Tu as encore la chair de poule, j'imagine. Ah oui, mais je me rappelle, je crois que donc il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube en 2 parties, parce que j'étais un des seuls Gugus à filmer ce soir-là. Il y avait Erwan avec moi, on était là tous les deux, avec quelques Français et des amis québécois du Final Cut Pro Montréal. Alors moi j'étais pas là. Ah, toi t'étais pas là? Ah non, c'était l'année d'avant où t'étais là. C'était juste avant. Ouais. Ouais. Bon, d'accord, mais j'ai confondu alors. Dans ma mémoire, t'étais là, tu vois. Et donc ouais, j'étais avec les gars du FCP Montréal, du groupe d'utilisateurs. À cette époque-là, il y avait des groupes d'utilisateurs un peu partout dans le monde, et je me rappelle m'être levé et gueuler un Alléluia. Il y a la vidéo qui est en ligne sur mon Vimeo peut en témoigner, à l'annonce de certaines fonctionnalités. Je crois que c'était le fait de pouvoir synchroniser le son avec une précision supérieure à l'image, qui était une précision à l'échantillon et pas uniquement à l'image. Voilà. Moi qui fais beaucoup de choses autour de la musique en réalisation, qui fait du clip, qui fait de la captation de concerts en multicaméra, je me suis dit mais pourquoi? Voilà. Ça, enfin, il y avait plein de choses. Ouais. Bon Manu, on va revenir avec toi évidemment sur ce moment un peu historique. Alors que tu as vécu Erwan Le Cloirec, toi aussi, mais à distance. Salut. Hello la team. Ça fait trop plaisir de te revoir aussi dans iWeek. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Ou c'est ce plus matin, Watch. ça dépend. Voilà, en ce moment, maintenant. En ce moment, voilà dans vos écouteurs. Bon, c'est plus Watch. T'as été de l'équipe de Watch, Broadcast Time, ensemble pendant 2-3 saisons. Hein. Un petit CES de 24 heures, c'était pas mal. Un petit CES de 24 heures ensemble, exactement. Et puis alors, Erwan, tu as été le cofondateur de Yak Yak Yak, le site qui nous a tous marqués. Tu as été le premier en France à tester le Mac Pro cylindrique. Ouais. Et tu es aujourd'hui product spécialiste chez Motion VFX, dont tu crées des tutoriels. Ouais, je fais des vidéos sur les nouveaux tutoriels, sur les nouveaux logiciels que Motion VFX développe pour Final Cut Pro et puis pour d'autres choses aussi. Et puis donc le but c'est d'essayer de montrer les possibilités des différents plugins, comment on peut cumuler l'ensemble des programmes et essayer d'aller un petit peu plus loin, détourner un petit peu les logiciels. Ouais. Je t'ai vu reproduire les pubs Apple toi-même. Ouais, c'était même avant, c'était encore Yak Yak Yak, c'était refaire la pub d'iPhone avec MO2, qui est un plugin qui permet d'intégrer de la 3D dans Final Cut Pro 10, Final Cut Pro maintenant. Et le but c'était essayer de reprendre la pub d'Apple, d'iPhone, et essayer de la refaire entièrement dans Final Cut. Balèze. Bon Erwan, en 10 secondes, comment tu résumerais, toi, l'histoire de Final Cut ? 10 ans, 10 secondes On en reparlera après, plus longuement, mais là c'est le sommaire.
on va dire, un départ tonitruant qui a craché un petit peu à un moment donné. Et puis il y a des rebonds. Voilà, c'est un peu roller coaster. Et après, je pense que c'est en fonction de chacun, en fonction des besoins de chacun. On va en parler tout à l'heure. Mais pour moi, c'est le logiciel que j'utilise maintenant depuis 10 ans tous les jours. Et donc c'est vraiment, c'était un coup de cœur depuis le jour où j'ai mis la main dessus. C'était vraiment une découverte et voilà, c'est vraiment un logiciel que j'apprécie d'ouvrir tous les jours. Parce que quand on travaille tous les jours sur un même logiciel, un même écran, c'est voilà, quand on a un logiciel qui nous plaît pas trop, c'est un peu compliqué. Mais là, voilà, depuis 10 ans, c'est pas que du bonheur, mais voilà, c'est très sympathique à utiliser. Alors on va revenir sur cette saga Final Cut Pro avec vous deux, Emmanuel et Erwan. Merci d'être là, c'est un bonheur de vous avoir à la fois chacun et puis ensemble, c'est encore mieux. Ne manquez pas non plus Pommes, le JT de la semaine et cette vidéo en hommage au tout premier Macintosh qui forcément en 84 n'avait pas eu droit à sa vidéo topissime en images de synthèse 3D comme fait Erwan et tout le tout team. Lui, il a voulu réparer cette injustice et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Thibaut Crépel. Bonjour à tous, à toute l'équipe d'iWeek. Ça me fait très Bienvenue plaisir à d'être toi. là. Bah écoute, Merci c'est un beaucoup. vrai plaisir pour nous. T'as quel âge Thibaut ? J'ai 23 ans. 23 ans, je viens de terminer mon mémoire et accessoirement mes études de commerce. Ah bah écoute, je pense que tu as gagné un sacré coup de boost, tu vas nous raconter. Alors, tu es motion designer freelance, tu es à Lille, hein, je crois. Ouais. Oui, et c'est tu ça. connais donc depuis quelques heures un succès mondial grâce à cette vidéo. Est-ce qu'elle est en train de changer ta vie ? Ouais, c'est vraiment le cas. C'est toujours très compliqué pour un motion designer de se faire connaître. Donc c'est des projets comme ça. Et des fois, on a la chance que ça marche et que le monde entier vous repère. Je sais pas non plus si c'est vraiment si intense que les gens pensent que c'est. Mais pour l'instant, j'ai des très bons retours et c'est très très cool. Bon, écoute, tu restes avec nous et on te retrouve tout à l'heure pour que tu nous racontes cette très très belle histoire, d'accord ? Ça marche. Et puis t'inquiète pas, tu sais, on a plein de gens d'Apple qui suivent l'émission. Il paraît que même Tim Cook regarde de temps en temps, donc tout va bien. Il parle français ? Je sais pas, ils ont une intelligence artificielle chez Apple. Hein. On se dit que... Il progresse avec nous. Ma maison connectée, la domotique à la sauce HomeKit. Il n'y a pas que les HomePod et HomePod mini au rayon enceinte connectée et intelligente, n'est-ce pas François ? Oui, alors intelligente, je sais pas si on peut aller jusque-là, mais connectée, oui. Les enceintes Ikea Sonos sont revenues sur le devant de la scène depuis une semaine. Je vous expliquerai pourquoi et puis je vous donnerai mon petit retour d'expérience parce que ça fait maintenant presque 2 ans que j'ai des enceintes Ikea Sonos et ce sera l'occasion aussi de vous dire pourquoi est-ce que j'ai pris ce matériel-là et si je ne regrette ou pas mon achat. Le tuto audio de la semaine, cette chronique que même YouTube nous envie, comment créer vos stations dans l'appli podcast d'Apple pour accéder beaucoup plus rapidement à vos podcasts préférés. Je vous expliquerai comment faire tout à l'heure. iWeek, la semaine Apple, c'est un podcast audio hebdo le jeudi avant 20h sur les 13 plateformes principales de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. Et sur Apple Podcast évidemment. Profitez de votre passage pour rédiger un avis sur iWeek. Faites gaffe, hein! On ne peut écrire qu'un seul avis et on ne peut pas le modifier. En tout cas, merci pour vos mots adorables. Le dernier message en date est signé Old Vanjar. Je le cite. « Venez découvrir ou redécouvrir une bande de joyeuderies qui décrypte l'actu Apple dans la bonne humeur. Les sujets sont abordés avec précision. Le menu daily, la maison connectée de François ou le tuto audio auront fini de vous rendre accro. C'est un podcast indispensable pour Apple Addict, pour les autres aussi. » Eh bien, merci à toi, Old Vanjar, et donc faites comme lui, et merci d'avance aussi pour vos notes 5 étoiles. Nous suivre, c'est sur Twitter @iWeekNews et sur Instagram @iWeek.news. On est à votre écoute tout au long de la semaine avec le hashtag iWeekLSA, LSA comme la semaine Apple. Enfin, puisqu'iWeek est et restera gratuit, on a besoin de votre soutien pour continuer. Ça se passe sur Patreon, patreon.com/iWeek. Contribuer au développement du podcast. Merci renouvelé à nos contributeurs. Mais vous pouvez faire tellement mieux pour le prix
À peine d'un café par épisode, ça change tout pour nous. Et si vous voulez qu'on fasse une spéciale depuis Cupertino un jour, on va vraiment avoir besoin de votre aide. Allez, dans un instant, l'App Store, le sideloading, Tim Cook, son téléphone et le Congrès américain. A tout de suite. Tim Cook a donc pris son téléphone il y a quelques heures et il a appelé plusieurs élus démocrates américains, dont la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, pour insister sur le risque que représente le sideloading pour l'iPhone en termes de sécurité et aussi de protection des données personnelles. Souvenez-vous, il y a 8 jours, Tim Cook disait ceci sur Brut en vidéoconférence avec le salon Vivatech à Paris. Je pense que cela détruirait la sécurité offerte par l'iPhone et les initiatives de respect de la vie privée que nous avons intégrées à l'App Store, par exemple, où il y a des labels de respect de la vie privée et des systèmes qui permettent ou qui obligent les applications de demander l'autorisation des utilisateurs pour utiliser leurs données. Alors, il n'y aurait plus ça, sauf pour les personnes qui restent au sein de notre écosystème. Et donc je suis très inquiet quant à la sécurité et le respect de la vie privée. Ce que nous allons faire, c'est participer au débat de manière constructive et active et espérer que nous serons en mesure de trouver une manière d'avancer. Alors pourquoi Tim Cook monte-t-il au créneau ? Parce que le Congrès mène plusieurs enquêtes sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles des big tech. Et il pourrait forcer Apple, Google et les autres à ouvrir leur écosystème à d'autres magasins d'applications. Ellie, est-ce qu'il y a le feu vraiment du côté d'Apple et de l'App Store ? Écoute, je ne sais pas s'il y a le feu au lac, qui est une expression très suisse, mais en tout cas, ils prennent le problème très, très, très au sérieux. Et là, évidemment, ils sont en train d'utiliser toute leur puissance politique, en fait. Tous les gens qui font du lobbying pour Apple, pour monter au créneau à tous les niveaux. Et le plus surprenant, on va en parler, c'est que, évidemment, si les démocrates ne leur répondent pas, eh ben, ils s'adressent aux républicains. François, on ne peut pas oublier non plus que l'App Store est une énorme source de revenus pour Apple. Les 2/3 des 111 milliards d'achats effectués dans des apps en 2020 dans le monde, les fameux achats in-app, ont été faits sur un iPhone, alors qu'Apple ne possède que à peine 15% du marché des smartphones. Il y a beaucoup d'argent en jeu, François. Ouais, c'est vrai, quand tu donnes les chiffres comme ça fait 15%, sans la moitié des revenus, ça paraît énorme. Je pense que c'est un vrai enjeu pour Apple. Le vrai risque, en fait, c'est que ça fasse effet boule de neige, et aussi, ce sera mauvais pour l'image d'Apple, je pense, s'ils perdent ça, et ne serait-ce que sur l'aspect financier, évidemment, c'est énorme. Je suis curieux de voir ce que ça va donner dans les semaines et dans les mois à venir. Mais si Apple fait autant de lobbying, ça veut dire que je pense qu'il serre un peu les fesses. Alors, lobbying d'Apple, mais en face, lobbying des autres, de tous ceux qui ont intérêt à craqueler l'écosystème. On a l'impression que c'est la suite du procès Epic Games contre Apple, Ellie. Oui, c'est le cas, et Apple n'arrête pas de se défendre. Et là, il y a carrément des top execs qui sont montés au créneau, en fait, pour défendre la position Apple, mais ils commencent à être un tout petit peu presque agressifs, si j'ose dire. Et on a cité l'exemple d'un de leurs VP, qui est venu s'adresser un tout petit peu aux autres en leur disant « Mais écoutez, je vais vous expliquer une fois de plus quels sont les risques, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire et pourquoi est-ce qu'Apple ne veut pas le faire. C'est même pas une histoire de compromis. Voici pour quelles raisons nous ne pouvons pas le faire. » Et donc, ce monsieur qui s'appelle Eric Neuenschwander, donc ça fait comme exactement, il a même été jusqu'au point de dire « Si vous n'aimez pas notre écosystème et notre App Store, vous savez qu'il y en a une autre qui s'appelle Google, et vous avez la possibilité de acheter des produits Android. C'est-à-dire que nous ne ferons pas de compromis. Si vous n'aimez pas notre plateforme, allez sur Android. » Donc, pour qu'un mec d'Apple et surtout un exec dise ça, c'est que vraiment, ils n'ont pas l'intention de bouger.
Et puis l'autre petite chose, puisque tu parlais de Nancy Pelosi, qui, d'après les informations qu'on a eues après ce coup de fil, qu'on n'a pas entendu bien entendu, aurait un tout petit peu renvoyé Tim Cook dans ses cordes en disant non, mais tout ça vous l'avez déjà dit pendant le procès, ça ne me convainc pas, qu'est-ce que vous avez comme argument, etc. etc. Du coup, Apple, pour une fois, ils n'ont pas cherché le compromis cette fois-ci non plus, et donc ils se sont fendus d'un courrier cette fois-ci adressé à la commission judiciaire donc de la Chambre des représentants, donc du Congrès. Et il se trouve que ce qu'on appelle le Judiciary Committee, qui avait auditionné en particulier de façon un tout petit peu virulente Zuckerberg, le patron de Twitter et le patron de Google. Jack Dorsey, ouais. Ouais, mais pas Apple, sur justement la violation de la vie privée, etc., chose qu'Apple ne fait pas. Eh ben, il se trouve que dans ce comité des lois, le Judiciary Committee, tous ce qu'on appelle les ranking members, c'est-à-dire les membres influents, sont plutôt républicains, plutôt proches d'Apple dans un certain nombre de choses, et donc eux, ils verraient d'un bon œil, évidemment, toute possibilité de contrer un projet démocrate, parce qu'on n'entend pratiquement que les démocrates depuis quelques mois. Et donc, Apple se dit, si on les réécrivait à eux, peut-être qu'il y a une chance que ce comité, qui est quand même le comité des lois, soit fasse avorter le projet des autres, soit défende notre position. Donc, c'est plutôt malin de la part de Tim Cook et d'Apple, ce qui veut dire que quand il s'agit de pognon, il n'y a pas de politique. Je vous rappelle qu'Apple est très pro-démocrate. Ils ont contribué énormément à la campagne. Mais quand il faut s'adresser aux autres pour ses propres intérêts, on s'adresse aux autres. Il n'y a pas de souci. Merci Elie, merci François. Allez, on marque une très courte pause et on va passer un moment, j'en suis sûr, génial avec Erwan et Emmanuel autour des 10 ans de Final Cut Pro 10. À tout de suite. C'était le 21 juin 2011 et donc il y a 10 ans et 3 jours, Final Cut Pro 10 arrivait sur le Mac App Store avec son concept révolutionnaire de timeline magnétique. Le logiciel de montage vidéo d'Apple marquait une cassure abyssale avec Final Cut Pro 7 auquel s'était habituée toute une génération de monteurs venus d'Avid et parfois aussi de Premiere Pro. Depuis, Final Cut a beaucoup évolué, comblant progressivement ses énormes lacunes initiales. Alors pour célébrer cet anniversaire, on va revenir sur cette folle histoire faite d'espoir, de larmes, de déchirement et de reconquête avec nos deux invités, Emmanuel Pampuri et Erwan Lecloirec. Bon, on l'a vu dans le sommaire, vous évoluez dans le même univers les amis, mais vous avez ce point commun d'avoir suivi l'histoire de Final Cut depuis quasiment le tout début, et notamment ce 12 avril 2011, Emmanuel, tu étais dans la salle à Las Vegas pendant cette soirée organisée pendant le NAB, où Apple en fait a monopolisé une scène qui au départ devait être partagée par plein de sponsors. Et oui, on savait qu'ils étaient là, on avait ouï dire qu'il y allait avoir la surprise et tout ça, donc on était tous vraiment très excités avec les copains québécois qui étaient là à ce moment-là. Et c'était dans une... On peut rappeler, c'était un super meet, c'est ça C'est un super meet, ouais, c'est organisé par le Final Cut Pro User Group de Los Angeles, je crois. Et Boston. Boston, oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est une soirée à laquelle on peut assister contre un ticket d'entrée très peu cher. Oui, je sais plus, c'est $5, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc dans la salle, il y a que des pros de la vidéo qui sont au NAB et qui le soir vont à cette soirée. En parallèle, on va dire. C'était des soirées qui étaient assez rigolotes parce qu'en plus souvent il y avait des loteries, des espèces de tombola géantes où on pouvait gagner plein de trucs. Du reste, une année j'ai gagné des trucs incroyables. J'ai gagné une licence à vide, un accessoire pour ma Red One qui coûtait je sais plus combien de milliers de dollars, et wow. j'ai pas trop gagné au casino à Vegas, mais cette année j'avais gagné plein de trucs. Et cette année-là, on était vraiment excités, on savait qu'il allait passer. Il y avait des rumeurs les heures avant, les jours avant, ou qu'est-ce que tu savais avant la soirée elle-même?
on savait qu'Apple était là pour annoncer une nouvelle release de Final Cut, mais on savait pas que ça allait être cette grosse surprise, quoi. Voilà. Je vous donnerai les références d'un podcast dans lequel j'ai appris plein de trucs là, que j'ai écouté. Apparemment, 15 jours avant le NAB auquel Apple ne devait pas participer, Steve Jobs, voyant l'état d'avancement de Final Cut Pro 10, a dit à l'équipe: qu'est-ce que vous avez prévu de montrer au NAB? Et donc l'équipe a fait... Je savais pas celle-là. L'équipe a fait genre on n'a pas prévu d'y aller. Ouais. Et donc au dernier moment, ils ont cherché un moyen de se créer un créneau quoi, sur place. Et donc ils ont contacté l'équipe qui organise Super Meet. Et ils ont, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y avait des sponsors qui étaient engagés pour chacun donner un peu d'argent pour que la soirée ait lieu. Apple a dit non, nous on prend tout. Ouais, ils ont un peu hacké la soirée. Ils ont un peu hacké la soirée. Ouais. Bah, si tu regardes la vidéo, je crois que la présentation elle dure plus d'1 heure sur un seul logiciel. C'était assez dingue. Et moi, le truc qui était rigolo, c'est qu'à l'époque, je filmais avec ma petite caméra, pensant que j'étais même persuadé qu'on était en direct sur Internet, qu'il y avait un truc qui se faisait. Apple avait mis les moyens. Stream, tu vois, je voyais. Ouais. Et puis en fait, autour de moi, je voyais pas grand monde, des gens qui filmaient de temps en temps, des petits bouts qui prenaient des photos. Et moi, j'étais là avec mon monopode et ma caméra, et ça a duré hyper longtemps. Et à l'époque, en plus, c'était des caméras qui coupaient toutes les 30 minutes, donc j'étais obligé de couper à un moment. J'étais complètement flippé du fait d'avoir assez de batterie. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais et le truc qui est assez rigolo, c'est qu'au final, j'étais le seul à filmer. Et que cette vidéo a fait des centaines de milliers de vues sur mon Vimeo et sur ma chaîne YouTube, et que même Apple m'a demandé après l'autorisation d'utiliser la vidéo en interne contre une licence. C'est vrai? Voilà, ouais. Et du coup, bah voilà, c'est de la vidéo qui a circulé en interne chez Apple. Bah, c'était mon truc que je filmais avec mon GH1 ou mon GH2, je crois, à l'époque. Voilà. Bon, sans être désobligeant, c'est une vidéo prise dans la salle. C'est limite une vidéo au caméscope, hein. Oui, c'est ça. Hein. Mais ça reste aujourd'hui quasiment la seule trace c'est un document de ce qui s'est passé il y a 10 ans et 2 mois. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait un stream en live de l'événement et qui n'a pas dû être enregistré en fait. Parce que moi, j'avais fait mon premier live YouTube, je pense, le soir-là, en direct, et on avait suivi avec les membres de Yakayak. Mais derrière, il n'y a jamais rien eu de produit, donc ils n'ont pas dû enregistrer le flux en fait. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dû oublier d'appuyer sur REC. Alors, d'ailleurs, il est pendu à l'entrée de l'Apple Park, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, mais ça se trouve, il n'avait pas le droit, hein, tout simplement, je crois. Ouais. Bon, moi, j'ai flippé, hein, je me suis dit, si ça se trouve, j'ai pas le droit non plus. Hein. Bah, c'est surtout qu'ils auraient pu te demander a posteriori de couper la vidéo. Connaissant Apple comme on les connaît. Ouais. Alors là, on le voit sur ta vidéo, hein, c'est une scène, on se croirait presque à une mini keynote. Ah, complètement, mais c'était une keynote, ils ont fait vraiment... Fond noir, pomme blanche. Ouais. Bah, moi, j'ai vu, en plus, à l'époque, j'avais vu Steve Jobs, moi, la dernière fois où il est venu à Paris, et c'était vraiment l'ambiance, quoi. C'était tout dans le côté très chaud, théâtral, la présentation, les invités, les fonctionnalités, enfin... C'était une keynote, quoi. Ouais. On est 1 an et demi avant sa mort. Hein. Ouais. À peu près. Bon, alors, la conférence commence et vous apprenez que vous allez être les premiers à découvrir mondialement une toute nouvelle version, pas juste une mise à jour en fait. Bah oui, moi j'étais, contrairement à plein de copains qui étaient là, qui étaient surpris par tant de rupture, enfin par le fait que ce soit non pas un truc dans la continuité, mais un outil vraiment en rupture. Moi j'étais aux anges, quoi. Faut remettre le truc dans le contexte. L'iPhone était sorti quelques 3 ou 4 ans avant. L'iPad commençait à arriver, et il y a
Ouais, il y avait cette histoire de. Enfin, moi, j'ai toujours été assez admiratif de Steve Jobs et de sa façon de vouloir réinventer des choses existantes. Quand il a dit que voilà, ils se sont attaqués à un concept du téléphone, du smartphone, ils en ont fait quelque chose de nouveau. Je me suis dit, s'ils décident de reprendre les fondamentaux de qu'est-ce que c'est qu'un outil de montage, il y a forcément, il va y avoir du génie, il va y avoir un truc qui moi, en tous les cas, va me toucher. Voilà. Et j'ai pas été déçu. Ouais, mais alors, vous découvrez cette version 10.0 de Final Cut Pro 10, donc. Est-ce que vous êtes emporté par l'enthousiasme ou est-ce que, au contraire, vous sentez venir les problèmes qui vont devenir de vrais obstacles dans les jours, les semaines et les mois qui vont suivre pour la communauté du montage à travers le monde? Erwan? Alors, moi, je vais dire quelque chose, mais j'étais au courant de Final Cut Pro 10, vu que j'étais bêta-testeur depuis le mois de janvier. Et que j'avais vu cette présentation au mois de janvier à Cupertino, en fait. Donc voilà, j'étais un peu au courant. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir la réaction des gens, en fait, autour de Final Cut, et d'avoir le retour des gens. Parce que moi, j'étais globalement, depuis janvier, tout seul, à pouvoir communiquer avec personne, avec Final Cut Pro 10. Et Tu l'avais? Tu l'avais déjà? Ouais, je l'avais. Ah Après la présentation à Cupertino, on est reparti avec une clé USB avec le logiciel dessus. Et du coup, voilà, je l'avais depuis janvier. Mais je pouvais en parler à personne. Et comme j'étais le seul Français à être allé, puis on était, je crois, 2-3 Européens, de toute façon, voilà, il fallait en parler à personne et c'était compliqué. Ça devait être compliqué de garder tout ça. Bah, c'est surtout compliqué quand c'est vraiment un nouveau logiciel, qu'il n'y a pas de documentation. Et donc, la seule base que j'avais, c'était la présentation faite par Peter Steinauer, et qui ressemblait à la présentation du NAB, hein, avec moins de slides. On était plus dans le logiciel. On était dans le petit théâtre, ben, c'était pas le nouveau, là, qui était... C'était pas le Steve Jobs Theater, je crois pas. Mais c'était là où il faisait les petites confs, les petites keynotes. La petite salle où l'iPod a été lancé. Exactement, ouais. Et à côté, il y a une salle avec le piano de Steve Jobs. Et donc, globalement, on a eu, c'était pratiquement la même présentation, avec plein d'interrogations, parce que comme Apple fait d'habitude, c'est-à-dire ils nous parlent de ce qu'ils ont présenté, mais on peut pas parler de ce qu'il y a à côté. Et nous, la grosse question, c'est-à-dire qu'on a une présentation de Final Cut, mais à l'époque, il y avait Final Cut, mais il y avait Color, il y avait Motion, il y avait Soundtrack, il y avait tous les autres logiciels. Et donc, ce qui était compliqué, moi, j'arrêtais pas de poser des questions sur Motion, parce que je suis un fan de Motion, sur Color, sur l'étalonnage, sur toute la suite. Est-ce que toute la suite allait avoir cette rupture, ainsi de suite? Et à chaque fois, on dit non, aujourd'hui, le thématique, c'est Final Cut Pro. Et j'ai eu la chance, en fait, comme... et t'as fait 11 heures d'avion. Ouais. Alors, l'intérêt de faire 11 heures d'avion et d'être tout seul, parce que les autres venaient tous de Los Angeles, globalement. Donc, il y avait tous ceux qu'on connaît étaient là, mais eux, ils repartaient tout de suite en voiture et ils retournaient chez eux. Et nous, on avait 11 heures d'avion il y avait un Allemand, je crois, et puis il y avait un Brésilien. Et on a réussi à avoir, en fait, un repas, un déjeuner avec l'équipe de dev, justement, parce que comme on avait traversé... Donc on a mangé des tacos et j'étais malade toute la nuit, merci Apple. Mais donc du coup pendant ce repas, post-présentation, moi c'était la question à chaque fois, c'était Emotion, est-ce que ça évolue, Color, comment ça évolue. Et à chaque fois on me renvoyait et on me disait pas que c'était fini, ben, pas pour Motion mais pour Color, pour Soundtrack et tout le reste, quoi. Donc la philosophie Final Cut Studio était terminée et maintenant on recentrait tout sur Final Cut Pro. Et donc, petit à petit, j'ai compris, semaine après semaine, un peu la philosophie de Final Cut Pro. Et je voulais voir si, pendant la présentation, ils allaient parler de ça. Et en fait, ils n'en ont pas parlé. Ils ont juste dit le prix, je crois, à la fin de la présentation. Mais globalement, on restait un peu dans la même expectative, en fait. Mais voilà, après la présentation, c'était pratiquement la même chose qu'au NAB. Du reste, moi, j'étais un peu jaloux parce que je pressentais qu'Erwan était bêta-testeur et moi, je l'étais pas. Parce que on l'avait été ensemble sur la version d'avant. Mais du coup, oui, il y avait une histoire comme quoi c'était impossible d'acheter Final Cut tout seul pendant... Une fois qu'ils ont eu lancé la suite, tu pouvais plus acheter juste le logiciel.
Ouais. À partir de Final Cut 10, tu pouvais l'acheter seul. Ah oui, mais là, du coup, c'était 300 et 300, Oui, c'est ça. 350. je sais 200, pas. Et c'est ce prix-là qui est annoncé. De tête, Ouais. 270 €. C'est ce prix-là qui est annoncé au Il NAB. était- Ouais, au mois d'avril. le prix de la version 10, ouais. Il faut savoir que la concurrence était beaucoup plus chère. Je parle même pas d'Avid. Ah bah oui, complètement. Après, oui, Avid, c'était, je sais plus, c'était encore dans les prix anciens, c'est-à-dire que Media Composer seul, je crois que c'était dans les 4000 €, un truc comme ça, à l'époque. Alors, ça Ils ne ont parlera baissé peut-être- petit à petit, Ouais. mais... Alors, ça ne parlera peut-être qu'aux monteurs, mais parmi les fonctions essentielles qui manquaient dans la version 10.0 de Final Cut Pro 10, il n'y avait pas d'EDL, donc pas d'Edit Decision List qui répertorie tous les points de montage. Il n'y avait pas de support OMF qui est indispensable pour passer au mixage sur Pro Tools en studio. Il n'y avait pas de compatibilité avec les projets Final Cut Pro 7. Il n'y avait pas de montage multicam. Et j'en passe. Est-ce qu'Apple était suicidaire de sortir cette version 10.0 de Final Cut Pro avec tous ces... Enfin, c'était... Les monteurs pro peuvent pas bosser sans ça. Déjà en janvier, on avait à peu près, j'avais posé la question pour la date, et on estimait septembre. Et en fait, ça a été avancé. Et septembre, déjà, je crois que c'était Steve Jobs qui voulait que ce soit la sortie soit avant, après l'été, autour de l'été en fait. Et en janvier, ayant les développeurs en face de moi, je voyais leur tête et voilà, c'était sûr que c'était pas prêt. Et ils en pouvaient plus et eux, ils réclamaient du temps supplémentaire. Et d'ailleurs, on a vu qu'en septembre, il y a eu une mise à jour qui rajoutait justement le XML et toutes les choses essentielles. Mais c'est vrai Une que partie. cette date... Oui, une partie. Mais, Oui, pas tout. mais c'est vrai que le 21 janvier, la question se pose pourquoi ? Parce qu'il n'y avait, pas 21 juin. d'urgence. 21 juin. 21 juin, oui. Et il n'y avait pas d'urgence. En plus, l'été, c'est là où toutes les chaînes de télé migrent ou font des mises à jour de leur système. Donc, ils auraient gardé de façon Final Cut Pro 7. Ils ne seraient pas passés sur le 10. Et IBC aurait été le moment parfait pour sortir cette version avec les petits ajouts qu'ils ont ajoutés pendant l'été, quoi. Donc, là, c'était vraiment, je pense, une question marketing et les développeurs, malheureusement, parce qu'ils s'en sont pris beaucoup, et eux, ils y étaient pour rien, en fait. C'est juste qu'on leur a mis une deadline et il fallait qu'ils sortent une présentation en avril et une sortie en juin. Manu, le fait que cette version 10 arrive avec tous ces aspects assez révolutionnaires, mais aussi avec tous ces manques, finalement, ça a quand même coûté très cher à Apple en termes de part de marché et même d'image dans le monde de la vidéo. Oui et non, parce que ça a été, oui, il y a eu un désaveu total. Tout le monde a dit c'est de la merde, c'est un iMovie Pro, j'en veux pas. C'est exactement tout le monde, ça. tu vois, il y avait un outil qui était complètement en rupture, donc c'est vrai que l'architecture traditionnelle du logiciel de montage non linéaire était complètement bouleversée, et l'utilisateur lambda qui avait pas envie de remettre en question ses acquis, ses apprentissages, eh ben, il était paumé. Donc c'est vrai qu'il y a eu énormément de critiques de ce côté-là qui étaient justifiées sur certains points. De mon point de vue, moi, je suis vraiment pas un échantillon représentatif de la population des utilisateurs de ce genre de solutions, mais pour moi, c'était au contraire. Moi, j'étais friand de cette rupture, j'étais volontaire pour aller me casser les dents avec eux et accompagner le mouvement, parce que j'en avais marre de ces logiciels qui étaient un truc de très très j'aime cette image, c'est des linotypistes là, des mecs qui mettaient les lettres en plomb dans l'imprimerie, quoi. Et voilà, je me disais pourquoi est-ce qu'on est toujours obligé d'être dans cette architecture de logiciel, de cette timeline, de ces histoires de pistes, de couches, de machins, de trucs. Et moi j'étais vraiment aux anges, quoi. Et je me suis dit il va falloir certes réapprendre des choses, mais j'étais à fond, quoi. Ouais. Alors, Final Cut Pro 10 a été rebaptisé Final Cut Pro tout court en novembre 2020, au moment de l'arrivée de macOS Big Sur, ce qui nous ramène au tout début de l'histoire assez extraordinaire de ce logiciel dont le papa a aussi créé Premiere d'Adobe, faut pas l'oublier. Au tout début, le projet a grandi chez Macromedia, ça vous rappellera peut-être des souvenirs,
qui a débauché Randy Ubios pour diriger le projet chez Macromedia qui était baptisé KeyGrip. Oui. En 98, une version alpha qui tournait sur Mac et sur PC a été montrée en privé au NAB à Las Vegas. Et Macromedia cherchait à vendre KeyGrip, mais personne n'en voulait. Et Apple l'a acheté, pas tellement parce qu'ils en avaient envie, mais pour éviter que les concurrents s'en emparent. Oui. Et puisqu'ils l'avaient acheté, autant en faire quelque chose. C'était la grande époque du DV et du FireWire, qui a donc été intégré à ce qui allait devenir Final Cut. Et Final Cut Pro a été lancé au NAB 99. En 2007, Final Cut avait 49% de part de marché parmi les pros aux US, contre 22% pour Avid. Manu, est-ce que c'était la solution leader en 2011, au moment où Apple fait ce pas de géant, presque de folie, entre la version 7 et la version 10 ? Alors, dans les arguments que tu n'as pas cités de pourquoi est-ce qu'ils ont racheté, c'est que Avid avait annoncé 1 an ou 2 auparavant qu'ils arrêtaient le développement d'Avid sur Mac. Oui. Et là, il y a eu quand même un bon petit vent de panique parce que cette communauté d'utilisateurs a été très importante pour Apple. Et Erwan, tu peux rectifier si je raconte des bêtises, mais du coup, il y a quand même eu quelque chose de très fort. Et pour moi, il y avait une certaine logique. Et donc, quelques années après, en moins de 10 ans, en fait, ils sont devenus vraiment incontournables. Erwan et moi, on était à cette époque-là assez proches de gens justement de chez Apple France qui ont quand même fait des grosses installs dans des grosses chaînes de télé, dans des grosses rédactions, des énormes boîtes de prod, de post-prod. Donc oui, ça a eu un essor assez énorme. Et moi, je faisais partie de ceux qui étaient là, qui disaient « Nananer, Avid, tu m'as cassé les pieds pendant des années. Je suis bien content de ma solution alternative qui coûte pas cher, qui me prend pas 15 ans à paramétrer quand je veux rentrer un signal ou sortir un signal vidéo et qui m'apporte une suite logicielle qui était à cette époque-là performante, agréable à utiliser et vraiment pertinente par rapport à mes besoins. Aujourd'hui, quel est le poids de Final Cut Pro en France et dans le monde? J'ai l'impression qu'Apple a perdu énormément de terrain, notamment face à Premiere, Erwan. Alors, ça dépend de quel côté tu te places. En fait, la question, c'est en 2011, où est-ce que Apple voulait orienter Final Cut Pro 10. Et globalement, c'était certainement pas les chaînes de télévision, et même s'ils vont dire que c'est pas vrai, mais globalement, eux, ils ont vu l'essence et l'essor plutôt de YouTube et de Vimeo et de toutes les plateformes de création de contenu vidéo. Et clairement, Final Cut Pro 10 s'oriente pour les créateurs de contenu indépendants. Et aujourd'hui, si on regarde le nombre de licences vendues, je pense qu'ils ont explosé les ventes de Final Cut Pro 7 à l'époque. Maintenant, ça a dépassé. Il y a 2-3 ans, ils parlaient de 3 millions de licences. Maintenant, ils doivent être rendus à 4 ou 5 millions. Et de ce côté-là, ils sont gagnants. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit une solution orientée pour des créateurs de contenu. Et alors oui, ça fait moins parler que si on est chez TF1 ou si le dernier blockbuster était réalisé avec. Mais en termes de licence, c'est beaucoup plus important en fait de toucher des millions de personnes que quelques milliers de professionnels. Et je pense que eux veulent toucher la planète entière. Et ça se joint à ce qui se passe ces derniers temps. C'est-à-dire que Apple, en Amérique du Sud, sont en train de lancer un programme de formation dans les écoles pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils veulent former les enfants au montage avec Final Cut Pro. Et ils veulent que ça devienne intuitif et que ce soit l'outil par défaut qu'on va utiliser comme on utilise, je sais pas, un appareil photo maintenant ou un téléphone. Et leur but, c'est ça, c'est de toucher pas uniquement un segment professionnel qui a plein de contraintes, c'est-à-dire qui demande un codec spécifique, un format d'image spécifique avec plein de valeurs et ça demande beaucoup de temps. Et ils ont vécu ça avec Final Cut Pro 7 et je pense que Manu pourra dire ça aussi. Au niveau de diffusion, du broadcast et autres, c'est très compliqué
à chaque fois se mettre à jour, de travailler avec des partenaires qui, si eux sont pas à jour, derrière, toute la solution arrête de fonctionner et la chaîne de télé est plantée. Je pense qu'Apple n'en voulait plus. Eux, ils voulaient contrôler de A à Z le flux de production de Final Cut Pro, et ils veulent surtout toucher pas uniquement des professionnels, mais l'ensemble en fait de la planète avec leur iPhone. Et ils se disent, maintenant on a un outil qui va permettre de filmer tout le temps, il va falloir un outil pour monter ces images et les diffuser, et on va utiliser iMovie, et qui est compatible avec Final Cut Pro. Élie, puis Manu. Oui, en fait, une petite anecdote, parce qu'on l'a vécu de près, nous, côté revendeur, puisque à un moment donné, on vendait Final Cut, et puis après, on n'a plus eu le droit de le vendre, puisqu'Apple l'avait mis dans l'App Store. Mais en fait, ce projet, à l'époque, on le suivait de près, et en fait, c'est Steve Jobs, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, a dit à un moment donné à son équipe de développement, je veux que Final Cut soit aussi facile à utiliser que iMovie. Je veux que ce soit un iMovie plus professionnel, mais je veux que ce soit aussi simple. Et donc là, il leur a dit, moi, les 2 écrans source moniteur, j'en veux pas. Pourquoi 2 si on peut le faire avec un? En oubliant que 20 années de monteurs avaient été formés sur ce concept de base. Vous avez un source, vous avez un moniteur, voilà comment ça marche. Et donc, ils avaient fait ça sur Avid aussi. Et puis, Steve Jobs arrive et fait, non, pourquoi 2 moniteurs? Un. Et donc, voilà. Après, il y en a qui ils ont l'ont adhéré ajouté tout de après, suite. mais personne s'en sert. Oui, c'est ça le truc. Ce qu'il faut raconter qui est important, c'est le pourquoi de tout ça, c'est-à-dire qu'on a le montage virtuel est né d'une volonté de la part des leaders qui ont lancé ça, à savoir Lightworks et Avid, recréer la salle de montage et les habitudes des monteurs qui étaient justement face à des bancs multi-machines où on travaillait soit avec des magnétoscopes, des bandes qui tournaient, avec des télécommandes et ainsi de suite. Donc en fait, pour pouvoir capter dans la numérisation de ce process ce public-là qui était les monteurs professionnels, ils ont voulu recréer quelque chose qui ressemblait à leurs habitudes de travail. Exactement. Et moi, justement, c'est là où après derrière il y a eu cette rupture-là. Et pour revenir à ce que tu disais, l'histoire, c'est que quand même cette version de iMovie qui était en rupture aussi a été inventée par un développeur qui supportait pas le iMovie de l'époque et qui, pendant ses vacances, a bricolé un petit truc parce qu'il aimait pas du tout l'interface. Et Steve Jobs a vu ce truc-là et s'est dit, waouh, c'est génial, on va mettre ça à la place de la nouvelle évolution qu'on a prévue, qui est en développement dans les tuyaux. Voilà. Et il a dit autre chose aussi, Steve Jobs, qui est à mon avis hyper important et qui explique le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. C'est qu'il a son dernier truc de visionnaire, ça a été qu'un logiciel de montage devait devenir aussi essentiel au commun des mortels que ne l'était à l'époque un traitement de texte ou un tableur. Voilà. Ça. Il avait déjà prévu, anticipé qu'on allait, comme l'a dit Erwan tout à l'heure, on allait avoir beaucoup plus de monde qui allait faire du contenu, qui allait publier des vidéos sur YouTube notamment et sur les différentes plateformes. Ouais. Bon, dernière question. Il a dit en fait qu'il voulait que ce soit le MacWrite de la vidéo. En fait, à l'époque, ça s'appelait encore MacWrite. Il a dit exactement ça. Ouais. Dernière question pour vous, les amis, avant de vous libérer. Quel avenir pour Final Cut dans les mois et les années qui viennent? Est-ce que le logiciel va continuer de se bonifier tel qu'il est aujourd'hui, ou est-ce que vous voyez peut-être une autre rupture arriver bientôt? Ou qui finissent comme Aperture. Ou bien ça. Non, parce que alors la mort de Final Cut, voilà, ça fait 10 ans que je l'entends tous les jours. Et avant, il y avait Final Cut Pro 7 et c'était pareil, Final Cut Pro 5 pareil. Je pense que l'avenir de Final Cut va se situer avec les puces M1. Donc maintenant, la nouvelle version est compatible avec le Mac M1. Est-ce que ça va être porté sur iPad? On ne sait pas. C'est la grosse question. On aimerait, après, il faudrait voir aussi, est-ce qu'il faut réinventer aussi l'interface? Est-ce qu'il faut réinventer le flux de production et les habitudes? Mais je pense que l'avenir, ça va être tout ce qui va être lié à l'intelligence artificielle. Et là, on est juste au début. Et je pense que tous les outils... Parce que moi, un petit mot, je voulais dire, en fait, lorsque Final Cut Pro est sorti, Final Cut Pro 10 est sorti,
c'est que tout le monde crachait dessus, tous les professionnels, et je mets les R guillemets pour ceux qui écoutent, disaient oui, non, c'est un jouet, ainsi de suite. Alors c'était un jouet parce que l'interface était dépouillée et que l'interface, voilà, il n'y avait pas tout qui s'affichait. Et j'aime bien faire la comparaison entre Final Cut Pro 10 et les autres logiciels. Pour moi, c'était un peu la capsule Dragon de SpaceX et le Soyuz. C'est-à-dire que c'est Thomas Pesquet qui disait Soyuz, c'est assez simple parce que tout est accessible, on voit tout directement. Et le SpaceX, par contre, tout est caché, tout est propre, tout est nickel. Et moi, j'aime bien en fait le SpaceX et la capsule Dragon parce que quand on travaille tous les jours, on n'a pas besoin d'avoir tous les outils qu'on n'utilise pas tout le temps. Et il y avait cette notion moi, j'ai eu vraiment un coup de cœur là-dessus. C'est une interface très épurée et on a les outils qui apparaissent lorsqu'on en a besoin. Et ça, pour moi, c'était une des révolutions de Final Cut Pro 10. Et tous les professionnels qui crachaient sur Final Cut Pro n'aimaient pas ça parce qu'il fallait tout le temps qu'il y ait plein de... Et dans les captures d'écran, à chaque fois, il fallait mettre plein de vectorscopes et ainsi de suite. Donc, ça me faisait rire parce qu'on pouvait faire ça. Et moi, je faisais souvent des captures d'écran pour Yak 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 avec tous les outils pour montrer que c'était professionnel et ainsi de suite. Mais en fait... donc ça, c'était un premier pas sur l'accessibilité, c'est-à-dire simplifier l'interface pour pas faire peur à l'utilisateur. Et l'intelligence artificielle va aller encore plus loin, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va permettre maintenant de récupérer vos rushs, de classer automatiquement tous les éléments par personne. Et ce que fait déjà Final Cut Pro 10, et c'était la présentation NAB, c'était ça, on va pouvoir automatiquement classer les plans par type de plan, grand plan, large, serré, ainsi de suite. Mais là, ça va s'automatiser encore plus. Il va y avoir un traitement de l'image automatisé aussi, bien sûr non destructif, donc on pourra toujours modifier. Mais l'intelligence artificielle va arriver à un point aussi où on va automatiser énormément de tâches qui vont nous permettre de ne pas se taper ces tâches un peu redondantes et autres, et se concentrer un petit peu sur la créativité du montage et sur qu'est-ce que je vais mettre comme plan, ainsi de suite. Alors il y a Blackmagic dans DaVinci Resolve qui, eux, pousse le bouchon, le curseur encore plus loin, c'est-à-dire que pratiquement maintenant le montage va se faire tout seul, c'est-à-dire qu'il va choisir lui-même les plans de coupe et ainsi de suite. Mais je ne sais pas si on va aller jusque-là, mais je pense que l'intelligence artificielle sur plein de choses, sur l'étalonnage par exemple, sur la stabilisation, sur le placement d'objets, le tracking, sur le flouter un visage, tout ça se fera, je pense, automatiquement. Et ce sera là-dessus, à mon avis, que l'avenir va se poser. Ouais. Manu, ça te fait rêver, toi, justement, cette incursion de l'IA dans un soft comme Final Cut, potentiellement ? Alors, moi, là, je vais faire un peu de vieux conisme. L'IA peut être très, très utile, en effet, comme l'a dit Erwan, dans certaines tâches. Après, le jour où un ordinateur va savoir rythmer une histoire et travailler sur qu'est-ce qui provoque des émotions, c'est des choses qui se travaillent justement au montage. Je pense qu'on en a encore pour un petit bout de temps. Mais voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Et sur cette question que tu posais tout à l'heure, moi je suis assez friand de l'idée qu'il y ait une nouvelle version qui soit plus orientée tactile, en effet, pour les iPads avec les nouvelles puces et tout ça. Mais comme l'a dit aussi Erwan, je suis fan de mon outil, c'est mon outil de travail dans tout ce que je produis la plupart du temps pour YouTube et pour d'autres choses. Les autres logiciels, je les utilise aussi de temps en temps. À chaque fois, je peste après Premiere quand j'ai utilisé Premiere, je peste après DaVinci quand j'ai l'utilisé aussi. Parce que il y a ce côté, voilà, de comme l'a dit encore Erwan, il dit beaucoup de choses intelligentes, Erwan, bien, c'est un mec bien. Ouais. Bah voilà, moi je m'en fiche d'avoir une fioriture d'outils, de boutons, de trucs qui clignotent. J'ai besoin d'un truc qui soit rapide, qui soit efficace, qui voilà, et qui soit funky à utiliser, quoi. C'est moi ce que j'aime dans Final Cut, et on a eu des grandes discussions avec les gens d'Adobe là-dessus, c'est ce côté intuitif, c'est ce côté, moi je me régale, j'ai pas à aller réfléchir, ah oui mais je fais comment pour faire ce truc déjà, cette fonction là, tu vois, aller ouvrir un manuel, aller regarder un tuto ou voilà. Alors Ellie, petite parenthèse quand même, ça date de quelques heures. Oui. Adobe, tu les citais Emmanuel, Adobe semble vouloir prendre un chemin comparable à Apple avec Premiere Pro. Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe ?
Bah écoute, on n'a pas encore tous les détails et on invitera à nouveau notre ami Fred pour qu'il nous en parle. Mais il semblerait que effectivement Adobe a annoncé qu'ils entament une refonte de l'interface utilisateur de Premiere, mais qui vont prendre toutes les précautions possibles. Donc ils vont le faire graduellement, ils vont le faire par des bêtas publics et ils vont le faire en prenant l'avis des utilisateurs à chaque fois. Est-ce que ça vous plaît? On a pensé que ça serait bien. Quelle est votre réaction? Alors, en même temps, c'est bien d'essayer de ne pas les faire paniquer. En même temps, si on demande aux utilisateurs à chaque fois ce qu'ils pensent, le logiciel peut mettre 10 ans. Hein. Mais bon. François, Ouais, puis après, C'est pas comme ça qu'on fait du disruptif. Hein. François. Non, juste pour François. aller un peu plus loin que ce que disait Ellie, ils ont attaqué 2 parties déjà. C'est pour la partie importation des fichiers, importation des rushs, où il y a une nouvelle interface, et l'exportation. Maintenant, on va pouvoir exporter directement sur YouTube à partir de Premiere. Donc c'est marrant, ils ont pris le début, ils ont pris la fin. Donc on attend le milieu, savoir qu'est-ce qu'ils vont nous faire sur le milieu. Vous en pensez quoi, Erwan et Emmanuel, de cette volonté d'Adobe peut-être de créer une forme de rupture quand même si c'est dans la concertation? Alors, moi personnellement, c'est intéressant si derrière, pour moi, ce qui est intéressant avec Final Cut Pro, c'est que le moteur a changé, pas juste la carrosserie. Et pour moi, aujourd'hui, pourquoi Final Cut Pro est l'un des meilleurs logiciels de montage, pour moi, hein, pour mon utilisation, c'est sa rapidité, son moteur. Et ce que Adobe ne fait pas, et je comprends. Hein, et ça plante pas, ou quasiment et ça pas. plante très rarement. Alors je dis ça parce que hier, j'ai eu avec la mise à jour, là, j'ai eu quelques petits soucis. Mais en tous les cas, même si ça plante, on redémarre et on prend exactement là où ça a planté. Et c'est ça aussi une petite différence. Tout ça parce que derrière, il y a un nouveau moteur, une nouvelle base de données. Et c'est ça qui est important, parce qu'on n'en a pas trop parlé, hein, des bons côtés de Final Cut Pro. C'est que derrière, il y a eu pas juste l'interface qui a changé, mais tout le moteur a changé à l'intérieur. À l'époque, on parlait de Grand Central Dispatch, je crois, pour optimiser les accès avec la carte graphique, le processeur, ainsi de suite. Maintenant, il est optimisé Mac M1. Donc, toujours cette volonté et cette rapidité. Et là, je teste tout le temps plusieurs logiciels. Et pour moi, Final Cut, c'est le plus rapide. Donc, si Adobe, derrière, change juste la carrosserie, mais que derrière, il y a le même moteur. Et par exemple, pour moi, After Effects, c'est un super logiciel. Mais c'est le même moteur depuis 20 ans. Et derrière, le fait de ne pas avoir du 4K avec 2 calques, faire du temps réel, alors que derrière, il y a des moteurs 3D temps réel maintenant, où on a du ray tracing en temps réel, je trouve ça... Mais je comprends derrière la logique, parce que derrière, ça veut dire qu'on casse ce qu'a fait Apple, c'est-à-dire qu'on casse tout, et derrière, les projets sont plus compatibles, et il y a un problème, on ne peut pas faire les passerelles tout le temps. Donc je comprends, et après, le fait d'y aller en douceur, c'est un bon côté. Par contre, demander l'avis de tout le monde petit à petit, ça veut dire qu'il y a... Moi, je me pose la question sur la vision. Est-ce qu'il y a une vision vers où ils veulent aller? Je pense que oui. Mais si la problématique, on fait appel à tout le monde, et là, je vois en production, quand on finit un montage et que le producteur part avec le week-end, il monte à toute sa famille, et puis qu'il revient le lundi, et parce que sa nièce a dit que ça lui plaisait pas et qu'il faut refaire un montage et les modifications... Ben, c'est un peu ça en fait. Donc si on a une vision, c'est bien, faut s'y tenir et essayer de montrer aux gens l'utilisation et les avantages de l'interface. Et je pense qu'Adobe sont très très intelligents là-dessus et ils vont y arriver sans problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le moteur va changer. Emmanuel, il faut du courage aussi pour faire un saut comme celui qui a été effectué vers Final Cut Pro 10. Oui, il faut accepter de remettre en question ces petites habitudes. Moi, par exemple, tu vois, j'ai essayé de mettre les mains dans DaVinci, dans leur module Cut, là, dans Resolve, je me suis dit, et puis et j'y arrive pas. J'ai pas envie. Parce que j'ai un outil qui me comble, en fait, Mais voilà, par rapport à cette histoire de stratégie d'Adobe, j'ai envie de citer Coluche, hein, il disait compromis, chose due.
on peut pas faire du disruptif si on fait du compromis. Il y a un moment où il faut y aller, quoi. Tu vois, il faut oser et imposer sa pensée, imposer sa vision. Et il y a beaucoup de choses à faire dans les logiciels professionnels, quels qu'ils soient, et pas forcément uniquement dans le monde de la vidéo. Il y a en photo, il commence à y avoir des choses qui sortent. Alors c'est pareil, moi des fois, ça m'agace un peu, ça me gratte un peu le poil parce que j'ai tout mon savoir-faire et toute la maîtrise des outils que je peux avoir dans la photo que j'ai mis des années à acquérir, ça m'agace, tu vois. Mais je teste Luminar par exemple en ce moment, qui a une couche d'intelligence artificielle qui te change le ciel et tout ça, donc ça me fait chier parce que je me dis merde, on est encore dans la photo là ou pas, l'éternelle question. Mais bon, j'ai décidé de justement d'arrêter de faire du vieux conisme et de m'y mettre pour de vrai, et je me dis bon, ok, il y a quand même des trucs qui sont vachement bien. Si c'est bien dosé, si on n'est pas uniquement dans cette volonté de faire du clinquant pour en foutre plein la vue sur Instagram, il y a quand même de la richesse, et il y a quand même des outils qui peuvent être subtils, délicats et très efficaces dans la création d'une image. Donc ouais, j'ai envie que ça arrive aussi sur le montage, sur l'étalonnage et tout ça. Bon, si vous vous intéressez à Final Cut et à son histoire, et si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous recommande l'épisode 5 du podcast Apple Keynote Chronicles. Plus d'1 heure à raconter les coulisses de ce lancement en 2011. C'est passionnant, et donc écoutez-le de notre part, je vous le recommande. Ce qui est sûr, c'est que vous m'avez donné envie de réessayer Final Cut Pro, que je n'ai pas ouvert depuis un gros paquet d'années, et je pense que je vais m'y remettre. Voilà. Il faut essayer aussi la page cut de DaVinci Resolve, qui est pas mal du tout en fait. Bon, merci beaucoup Emmanuel et Erwan, c'est toujours un plaisir de vous retrouver les amis, ensemble ou séparément, vous restez avec nous. Et histoire d'être complet, c'était jeudi dernier, Apple a sorti une mise à jour, la 10.5.3 de Final Cut Pro, plus de 3 gigas à télécharger, sans révolution pour autant, surtout un gain en stabilité, ainsi que des fonctions de recherche améliorées parmi les clips. Motion passe en version 5.5.2, compresseur en version 4.5.3. Quant à iMovie, mise à jour 10.2.4, le bug de l'import sur Mac de vidéo depuis iMovie 2.3 sur iOS est apparemment résolu. Allez, on passe à Appomes, le journal de la semaine. Appomes, le journal de la semaine, et on commence par Shazam qui passe le cap du milliard de chansons identifiées chaque mois. Ellie, c'est incroyable, 1 milliard. C'est fou, hein, et Apple a eu raison d'en fait de racheter cette technologie qui du coup évidemment a eu un grand coup de boost, hein, puisque ça appartient à Apple. Mais 1 milliard de chansons, ça veut dire que 1 milliard de personnes ont dit à un moment donné c'est quoi cette chanson, ou Shazamé, c'est le terme maintenant. Donc c'est l'univers Apple, c'est dingue. François, est-ce que ça valait les 400 millions de dollars qu'Apple a payé pour Shazam, à ton avis ? Évidemment, c'est une bouchée de pain à l'échelle d'Apple en plus. Mais c'est vrai que ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'était quand même la première application, enfin je sais pas pour vous, mais moi c'est la première que j'ai téléchargée sur mon premier iPhone qui était un 3G. Parce qu'à l'époque, c'était quand même la classe de pouvoir montrer à tout le monde « Hey, regarde, j'écoute la chanson et le téléphone me dit ce que c'est. » C'est vrai. Apple Care Plus, moins cher depuis la semaine dernière pour certains portables. 199 € au lieu de 249 pour le MacBook Air et 279 € au lieu de 299 pour le MacBook Pro M1 13 pouces. Question quand même que je me pose à chaque fois, avec les 2 ans de garantie européenne, est-ce que ça a vraiment un intérêt de prendre Apple Care, les amis ? Moins qu'avant, c'est clair, et on reçoit nous des stats puisqu'on vend Apple Care et Apple Care Plus, donc on a droit à des stats tous les mois de notre ce qu'on appelle un taux d'attachement, c'est-à-dire le nombre d'Apple Care qu'on vend par rapport au nombre de machines qu'on vend, et c'est plus compliqué qu'avant, honnêtement, depuis qu'il y a cette garantie européenne, et je pense qu'Apple essaye de coller au marché parce qu'ils se rendent compte effectivement qu'on en vend moins. François, tu as déjà pris un Apple Care depuis qu'on a ces 2 ans de garantie ? Moi, je le prenais sur mes iPhones et iPad parce que je considère que c'est des outils quand même qui sont plus fragiles. Le truc, c'est que cette année, l'iPhone, je l'ai gardé 1 an et qu'au final, je pensais que le fait qu'il y ait un Apple Care, ça allait me permettre de le revendre un peu plus cher. Et au final, j'ai même pas réussi à le vendre plus cher. J'ai en gros vendu le même prix que le marché. J'aurais pu revendre l'Apple Care, résilier l'Apple Care, parce que c'est une assurance, en fait, on peut la couper. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, on peut tout à fait appeler Apple et dire on coupe l'Apple Care. Mais je l'ai pas fait, je l'ai laissé à la personne qui l'a racheté, comme ça au moins ça l'assurait un petit peu.
mais ça reste utile à mon avis, surtout si vous êtes maladroit, parce que souvent nos chers opérateurs ou banques vendent des assurances qui sont très chères. Au final, Apple Care, surtout sur les iPhones et sur les iPads, finalement c'est pas plus cher qu'une assurance, et Apple est pas trop chiant sur les retours, sur les renvois, je trouve. 2 infos que tu as repérées, Ellie. D'abord, la BBC envisage d'essayer de contrôler les services de streaming étrangers. C'est-à-dire... Oui. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une des chaînes de télévision britanniques, je crois que c'est Channel 4, si je ne me trompe pas, je vais confirmer ça tout de suite, a eu des gros problèmes financiers. Et donc, du coup, il y a les parlementaires britanniques qui se sont dit, mais pourquoi ? Et donc, du coup, ils ont fait une enquête, ils se sont dit, mais parce que les gens regardent maintenant le streaming. Et du coup, tu sais, c'est des vieux lords et tout ça, c'est très traditionnel en Angleterre. Ils ont dit, mais quoi de streaming ? C'est quoi le streaming ? Apple TV+, Netflix, c'est quoi ça ? On va le gérer, on va le réglementer. Bon courage à eux. Parce que si là, ils disent, non, vous n'allez pas pouvoir diffuser chez nous comme vous voulez, il y a des gens qui vont passer par un VPN ou autre chose. Hein. Il y en a qui ont essayé avant. Hein. Donc, tentative. À l'heure de la pénurie de composants, TSMC annonce vouloir travailler en priorité pour Apple et les constructeurs automobiles, Ellie. Exactement, et ils s'en cachent pas en fait. Hein. Donc ils ont dit très clairement, nous avons des capacités aujourd'hui, et ils l'ont dit en fait à un journal connu qui est DigiTimes, donc il s'occupe de suivre tout ça. Et ils ont dit, écoutez, on n'a pas assez de composants, on n'a même pas assez de main-d'œuvre pour suivre le développement de certaines sociétés. Donc, on va donner la priorité à des sociétés comme Apple et puis à des sociétés qui travaillent pour l'industrie automobile. Donc, moi, c'est clair, mais ça pose la question, que vont devenir les autres ? Bon, ça ne veut pas dire qu'ils les abandonnent complètement, mais ils sont moins prioritaires. Voilà, il vaut mieux être du côté Apple dans ce cas-là, on va dire. Alors, retour en France, et plus précisément du côté de Lille, avec toi, Thibaut Crépel. Je rappelle que tu es motion designer, tu es freelance, tu as 23 ans, et tu es donc l'auteur de cette vidéo incroyable qu'on trouve sur ta page Behance, qui met en scène le Macintosh original en images de synthèse et en 3D. Est-ce que tu veux bien qu'on la passe dans la version vidéo du podcast ? Tu veux bien ? Alors, pour vous qui êtes sur la chaîne YouTube d'iWeek, regardez ces 29 secondes assez incroyables. Bon, Thibaut, on peut te dire bravo tous les trois, je crois. Hein. Moi, j'applaudis. Oui. Merci. Yes. Merci beaucoup. C'est super sympa. Bon, on va parler du making-of et de ce projet, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi déjà depuis que tu as mis en ligne cette vidéo ? C'est un soutien de toutes parts. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens. Vas-y. J'ai fait du coup 5 ans d'école de commerce. Et on n'apprend pas du tout la 3D, pas du tout le graphisme là-bas. Et c'est toujours un truc que je faisais en rentrant des cours, un truc que j'aimais bien faire. Et là, ça permet en fait à ma famille, mes amis, les gens qui me connaissent et tout, de leur montrer vraiment ce que je sais faire. Et c'est comme ça que j'utilise mon temps. Donc les gens pensent au début, quand j'ai commencé à dire je veux devenir graphiste freelance en 3D et tout, c'est très obscur, les gens ne savent pas du tout ce que tu fais. Et là ça permet vraiment de montrer, ok, tu fais ça. Derrière il y a aussi toute une réflexion pour montrer le produit sous le meilleur angle possible, essayer de parler toutes les features qu'il peut y avoir. Et c'est aussi une démarche marketing, donc j'utilise aussi ce que j'ai appris avant. Et voilà. Mon premier intérêt, c'est ça. Ouais. Et après, c'est évidemment de me faire comment la mayonnaise a pris qui t'a repéré en premier ? Puis il y a eu un effet boule de neige incroyable, non ? J'avais déjà fait en mars, du coup, mon premier gros projet sur un appareil photo argentique. Donc, je reprends cette thématique en fait de produits vintage. Ce que je fais après, c'est faire un thread sur Twitter où je vais expliquer comment j'ai fait, comment j'ai sélectionné la musique, comment j'ai coupé. Le but, c'est aussi d'expliquer mon processus.
Et c'est pour ça que je suis très content d'être ici, d'expliquer le produit, comment il était à sa sortie, pourquoi j'ai décidé de le choisir lui et pas un autre, parce que j'adore les produits vintage. Et du coup, la mayonnaise a pris parce que sur Twitter, c'est toujours mieux de savoir comment est fait quelque chose qu'on voit. Ça crée aussi un peu de storytelling. Et après, j'ai mis sur Reddit. Et sur Reddit, ça a beaucoup mieux pris, je pense. Donc voilà, mais ça restait dans des cercles. Macintosh, les fans d'Apple. Et c'est pour ça, je m'attendais pas à ça. Ouais, mais bon, t'as des retombées incroyables. Tous les grands sites américains dédiés à l'univers Apple parlent de toi. Et c'est marrant. J'ai l'impression que t'es plus au courant que moi parce que. Ah bah, moi, je vois pas tout ça. Partout. Hein. Ouais. T'as été en contact, par exemple, avec des journalistes américains ? J'ai eu 2-3 demandes, sur Twitter, mais je sais pas. J'aurais dit que j'étais open, mais. T'étais occupé avec iWeek. Un petit peu, ouais. Bon, et alors, est-ce que tu sens déjà des retombées pro pour toi, pour te faire remarquer, parce que c'est ça le but aussi. Oui, voilà, c'est ça. Je vends le produit, je pense qu'il est en rupture à l'heure où on parle. Donc, c'est pas un projet commercial, évidemment, mais derrière, il y a aussi moi qui vends mes prestations et vends mon travail. Donc ça c'est fait venir très des sympa clients aussi. potentiels ? Ouais. T'as déjà des touches ? Ouais, c'est bon. C'est bon ? Non, c'est top. Bon, ça. Non, c'est trop bien. Écoute, juste un petit truc, peut-être, parce qu'il y a une similitude avec quand même pas mal d'années d'écart. Quand moi j'étais en école de commerce aussi, je faisais de l'informatique en sortant de l'école. Parce que c'était pas du tout les études, c'était un peu les mêmes que toi, bon, avec d'autres méthodes. Et en projet de fin d'études, tu sais, en dernière année, on fait un projet. À l'époque, c'était de la création d'entreprise ou d'un projet de création. Et donc, moi, j'avais fait avec mon frère, on était ensemble, le projet de création d'une boutique informatique. Un endroit pour accueillir des gens, pour leur présenter des micro-ordinateurs, etc. Et c'était un projet, on a eu une très bonne note, mais ce projet, ça a été la réalité en quittant l'école. On était peut-être destiné à travailler dans une grosse boîte, etc., comme souvent. Et en fait, on a décidé de faire ce projet. Et en fait, on n'a jamais travaillé pour qui que ce soit. On a créé notre entreprise. Ça nous a pris une année. Et ça a duré 41 ans à ce jour. Et c'est pas encore fini. Donc, je te souhaite un jour, si tu as envie de créer ta boîte, que ça marche comme nous. Mais voilà, c'était notre projet de fin d'études. Et ça a été un rêve qui est devenu une réalité. Donc, good luck to you si jamais c'est ce que tu veux faire. Merci beaucoup. C'est exactement ça. C'est pareil. Bon, alors, t'as choisi le tout premier Mac. Pourquoi, Thibaut ? Ce que je fais généralement quand je commence un projet, c'est toujours sélectionner la musique avant. Et j'avais trouvé cette track qui était très sympa. Et après, j'ai commencé à réfléchir à des objets qui me plaisaient. Et à chaque fois, il y avait le Macintosh dans ma tête qui n'arrivait pas à sortir parce que c'est vraiment l'icône de tout l'esthétique vintage, l'esthétique vintage informatique. Il y a beaucoup de mots dans cette phrase, mais bon. Et c'est cette petite icône, le petit Mac avec le sourire. C'est symbolique de plein de choses. Il y avait ça, il y a évidemment la pub de Ridley Scott, donc la pub la plus connue même, je pense, de l'histoire. Oui, on peut dire ça. Et pour une pub qui est passée une seule fois, parce qu'elle a été diffusée une seule fois. Ah oui ? Pendant le Super Bowl ? Absolument. Elle n'a plus jamais été diffusée, même si tout le monde la regarde sur YouTube, etc. Mais elle n'a jamais été diffusée à part ce jour-là. Ah donc vraiment, ok, je savais pas. C'était la plus chère à l'époque et une seule fois. Et donc tu as modélisé le Mac, la souris. D'habitude je le fais moi-même, mais là le but c'était aussi d'avoir quelque chose de très pro pour me permettre le plus de choses possibles après. Donc j'ai préféré l'acheter et après. T'es malin en plus. J'avais pas le choix. Ça se trouve des modèles comme ça de produits Apple sur internet ? C'est rigolo, des modèles 3D. Apple c'est très très documenté, ça c'est top. Donc ouais. Et ça a été combien de temps de travail pour toi, pour ces 29 secondes ?
Du coup, j'avais sorti un projet argentique avant, en mars, et à ce moment-là, on a commencé à m'appeler et à me donner des contrats. Du coup, je bossais pas mal en même temps que je faisais ça, et j'essayais de me mettre, je dirais, 2 heures par jour, entre guillemets. Évidemment, c'était complètement fluctuant, mais ouais, je dirais une dizaine d'heures, peut-être par semaine en tout, pendant 3 mois. Depuis le mois de mars, ouais. Ouais, depuis 3 mois. Bon, mais, le plus drôle, c'est que t'es pas sur Mac. non, en plus. C'est toute la problématique de la 3D. Je peux pas m'acheter le dernier Mac avec les 5 cartes graphiques. Mais tu sais qu'il y a les Mac M1 qui sont sortis il y a 6 mois, qui sont des tueries, hein. Ouais, ça a l'air pas mal. J'ai vu ça. Mais ouais, du coup, j'ai une tour... c'est une render station, du coup, c'est vraiment fait pour les rendus et voilà. Ça t'évite d'attendre 2 heures que les rendus se terminent. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Thibaut d'être passé dans A-Week. Ça m'a fait super plaisir en tout cas. Plein de succès. Ce sera mérité en tout cas. Merci beaucoup à vous aussi. À bientôt. Et dans A-Week, la semaine Apple, le podcast, c'est l'heure des rumeurs de la semaine. Les rumeurs de la semaine, fin octobre, début novembre. On vous le disait dans i5, dès lundi, c'est l'horizon pour l'annonce des MacBook Pro M1 X 14 et 16 pouces qu'on espérait à la WWDC. Autrement dit, c'est dans 4 mois minimum. Mais la bonne nouvelle, ce serait l'arrivée d'un Mac mini survitaminé, Ellie. C'est ce qu'on a lu, et en tout cas, ça reste dans la logique des annonces de produits Apple, puisque je vous rappelle que là, on va aborder la rentrée avec de l'iPhone, et donc il n'y aura que de l'iPhone, peut-être AirPod, mais que de l'iPhone. Après, il y a un petit créneau en octobre qui correspond en fait peut-être à une annonce iPad, peut-être cet iPad mini qu'on espère de nos voeux, François et moi, et peut-être cet iPad 9e génération. Et après, novembre, c'est l'anniversaire de l'annonce des M1. Donc, pourquoi pas annoncer du M1X, donc 14 pouces, 16 pouces et Mac mini. M1X, c'est le bon moment. Bon, et l'iMac 30 ou 32 pouces, ce serait quand alors ? À ce moment-là aussi. Puisque c'est une nouvelle génération de pros. Je sais pas, c'est une nouvelle génération de pros, il n'y a pas de raison. Peut-être après, mais... Ça ferait de l'ombre, je pense, au nouveau MacBook Pro 14 et 16. On parle d'un design, à mon avis, ils le feront en 2 temps. Je sais pas quand sortira l'iMac 32 pouces, mais à mon avis, ce sera dans un 2e temps, sans doute. Peut-être plutôt début d'année prochaine. Alors, ce qui pourrait avoir un sens, pour compléter ce que tu viens de dire, et je suis d'accord avec toi, c'est que s'ils sortent cet iMac 32 pouces et qu'ils appellent ça iMac Pro, ils pourraient sortir en même temps ou pas loin du Mac Pro et sortir une gamme Pro de bureau. Et là, tu aurais totalement raison. Des mini Apple Store, peut-être bientôt dans les 400 magasins LG en Corée du Sud. Maintenant que LG est sorti du marché des smartphones, des négociations seraient en cours pour vendre les iPhones, les iPads et l'Apple Watch dans les magasins LG en Corée du Sud. Une sorte de corner Apple donc. Mais les discussions coincent apparemment sur l'hypothèse de vendre aussi des Mac, ce qui serait une concurrence directe pour les PC proposés par LG. Mais quand même, Ellie, on imagine un corner Apple dans des boutiques LG, ce serait un symbole incroyable. Ça serait incroyable. Bon, après, les pauvres LG, ils savent pas où ils vont aller, parce que dès qu'ils vont passer entre les mains du marketing Apple avec les contraintes pour avoir un corner, c'est pas gagné, mais ça serait effectivement un symbole énorme. Et puis attention, une façon de contrecarrer l'offensive Google dont on n'a pas parlé, mais je sais pas si vous avez vu que Google a ouvert son premier store et qu'ils en prévoient plein d'autres, hein. Donc Apple, face à ça, ils se disent il y a des Microsoft Store, il y a des Google Store, et si on faisait des corners chez LG, pourquoi pas, hein. C'est malin. Toujours en Corée du Sud, et on en parlait dès lundi dans i5, auquel je vous recommande vraiment très chaudement de vous abonner. Samsung serait en train d'essayer de débaucher des ingénieurs de chez Apple. Alors, actuel ou ex, c'est pas complètement clair. Donc des ingénieurs de chez Apple qui ont travaillé sur Apple Silicon pour sa propre architecture de processeur maison. Alors j'étais avec toi, François, quand cette news est arrivée, et donc je me tourne vers toi, Ellie, pour connaître ta réaction à cette rumeur de débauchage potentiel
autour d'un projet de puce Samsung. Mais écoute, Samsung, tu sais, après avoir copié l'iPhone honteusement depuis le début, s'ils n'arrivent pas à faire mieux maintenant pour faire leur processeur, ils ont copié les iPads aussi. Oui. Ils essayent maintenant de débaucher des ingénieurs pour fabriquer une puce. Alors d'ici, est-ce qu'ils l'appellent S1 parce qu'ils vont pas l'appeler M, ils peuvent pas l'appeler A non plus. Donc pour Samsung 1, et qui ressemblerait comme par hasard à une puce Apple avec sa propre mémoire, ses propres GPU, etc. C'est du Samsung tout craché. S'ils copiaient pas, on pourrait pas mettre des banners à la WWDC en disant préparez vos photocopieurs. Donc Samsung, les photocopieurs, bien évidemment. Oui. Bien sûr. Enfin, à l'époque, Apple disait Microsoft, mais je l'ai remis au goût du jour, en fait. Au goût du jour. Bon, vous êtes chez vous, ça tombe bien, on pousse la porte de la maison connectée de François. À tout de suite. Ma maison connectée avec toi François, et aujourd'hui tu nous fais un retour d'expérience avec tes enceintes Ikea. Oui, je trouve ça toujours sympa dans ma maison connectée, on n'avait jamais eu l'occasion de l'évoquer, mais au final dans la maison connectée il y a des enceintes aussi. Et l'intérêt des enceintes, c'est que si elles sont compatibles avec un protocole qui s'appelle le AirPlay 2, en fait les enceintes vous allez les retrouver dans votre application maison. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup du HomePod mini, ou feu le gros HomePod, hélas, qui est parti rejoindre le cimetière des produits Apple. On en parle souvent parce qu'on les retrouve dans l'application maison. On a déjà eu l'occasion de dire pour faire les mises à jour, c'était dans l'application maison, et c'est toujours sympa de pouvoir demander à notre cher ami Siri de mettre la musique dans telle pièce, etc. Ça, vous pouvez le faire avec des HomePod, mais vous pouvez aussi le faire avec des enceintes qui sont compatibles AirPlay 2. Le AirPlay 2, c'est une techno qui a été présentée à la WWDC en 2017, donc ça fait déjà 4 ans. Elle a été disponible seulement à partir d'iOS 11.4 qui est arrivé quasiment un an après. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un peu comme Message dans le cloud, ça fait partie de ces superbes choses qu'Apple présente et au final on les retrouve dans nos téléphones très très longtemps après. Enfin c'est toujours mieux que le AirPower. On retrouvait cette techno. Ouais, c'est toujours mieux que le AirPower. Il arrivera un jour, je pense. Oui, peut-être. Inch'Allah. Et c'était le cas aussi, AirPlay 2 on l'avait aussi sur les petites bornes AirPort Express, je suis sûr que vous vous en souvenez. Il y avait eu une deuxième génération qui était sortie. Apple a abandonné le produit, et 1 ou 2 ans après, ils ont dit « Au fait, on fait une mise à jour compatible AirPlay 2 ». J'avais trouvé ça assez marrant à l'époque, et plutôt bon prince de la part d'Apple de faire ça. J'en avais une à l'époque que j'avais reliée sur une petite barre de son. Je la mets de côté, parce que je me dis « Sait-on jamais, ça pourra toujours servir ». Ça permet évidemment à ce produit d'apparaître dans l'application maison, et c'est plutôt cool. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer, François, un peu comment ça marche ? Alors en fait, selon les constructeurs, évidemment, ça va être un peu différent. Donc moi, dans mon cas, en enceinte AirPlay 2, en dehors de mes HomePod, j'ai donc les enceintes Ikea Sonos. Donc le partenariat date de 2 ou 3 ans maintenant. Ça paraît plutôt intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que Sonos, c'est quand même une marque qui est réputée pour faire des enceintes de très bonne qualité. L'intérêt d'Ikea, c'est que c'est des produits qui sont plutôt bon marché. Donc quand j'ai acheté mes enceintes Sonos, donc moi j'ai le modèle étagère, donc en fait c'est une grosse barre assez épaisse, et vous pouvez, si vous le souhaitez, racheter un petit support que vous pouvez fixer au mur. Et donc du coup ça fait des étagères, je trouve ça plutôt sympa. C'est plutôt design et plutôt caché en fait. Elle s'appelle donc comment ? Il a fallu télécharger Oui, c'est ça, prononce le nom, vas-y. Prononce le nom des enceintes, François. Symfonisque. C'était juste pour t'embêter. Oui, c'est mieux que ouais, je sais. Tradfi. Donc du coup il faut télécharger l'application Sonos, et ça c'est juste ça mon petit bémol, c'est qu'une fois qu'on a téléchargé l'application Sonos, on va pouvoir relier les enceintes au réseau. Alors par défaut le truc était un peu tordu, c'est qu'il faut relier l'enceinte en Ethernet à une box pour pouvoir après la connecter au Wi-Fi. D'accord. Voilà, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Il n'y a pas moyen de la relier directement au Wi-Fi. J'étais obligé de la brancher en Ethernet. Généralement il faut passer par le Bluetooth en HomeKit, mais s'ils n'ont pas choisi le protocole Bluetooth, il faut effectivement Ethernet. Ouais. Donc du coup, on la rajoute donc avec l'application Sonos, on peut la connecter au Wi-Fi, on peut éventuellement les pairer, c'est-à-dire qu'on peut en fait faire, à partir de 2 enceintes, faire de la stéréo sur le même principe que les HomePod. Donc ça c'est plutôt cool. Une fois que vous avez fait ça, après vous n'avez plus besoin de l'application Sonos, alors il faut de temps en temps penser à aller vérifier s'il n'y a pas une mise à jour, ce que je fais jamais, mais en théorie il faudrait le faire régulièrement. Et après vous allez pouvoir vous rendre dans votre application maison, l'application Home, et vous allez pouvoir cliquer sur le petit plus en haut à droite,
comme vous le faites d'habitude, pour ajouter un produit compatible HomeKit. La seule petite différence, c'est que dans la mesure où il n'y a pas de code à scanner, de code HomeKit, on peut sélectionner un autre... en fait, vous avez le produit avec le code et vous avez un autre produit sans code. Et une fois que vous faites ça, en fait, il va scanner votre réseau. Et à ce moment-là, il va vous repérer qu'il y a 2 enceintes qui apparaissent dans le réseau. Une enceinte d'ailleurs, vu que je l'ai mise en stéréo. En stéréo, vous avez bien qu'une enceinte qui apparaît. Vous la localisez, après elle apparaît directement dans l'application maison. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez demander à Siri, sur un HomePod par exemple, dire à Siri, joue-moi de la musique dans le bureau. Et si les enceintes sont localisées dans le bureau, automatiquement il va basculer le son sur les enceintes. Donc à la base, quand la gamme a été présentée, il y avait 2 produits. Donc il y avait l'enceinte étagère, donc qui est vendue sans les supports. Les supports sont en plus, je crois que les supports doivent valoir une petite dizaine d'euros. L'enceinte est vendue 99,99€, donc à peu près le prix d'un HomePod mini aujourd'hui. Et vous avez aussi une enceinte, une lampe enceinte. En fait, vous avez un support qui ressemble un peu à HomePod, et au-dessus, il y a un système d'éclairage. Donc moi, c'est l'enceinte étagère que j'utilise en stéréo. Je la trouve plutôt sympa. Alors à la base, elle était dans mon bureau, mais j'ai acheté 2 HomePod mini pour le mettre dans le bureau. Donc en fait, je les ai mis en tête de lit. Donc ça permet en fait le soir de pouvoir jouer un petit peu de musique en stéréo quand on est au lit. Je trouve ça plutôt sympa. Je regrette vraiment pas mon investissement. Ouais, bon, la lampe enceinte, entre parenthèses, elle est nettement plus chère que les enceintes étagères. 179€. Ouais. Bon, pourquoi est-ce que tu as décidé d'en parler aujourd'hui, François ? C'est presque un vieux produit. C'est un vieux produit qui est toujours disponible chez Ikea, mais c'est surtout que Ikea et Sonos viennent de représenter une nouvelle enceinte, et j'ai trouvé le concept plutôt sympa. En fait, c'est un cadre. À l'intérieur du cadre, vous avez en fait du son. Ça vous permet de le suspendre au mur, et vous pouvez modifier le visuel que vous avez dessus. En fait, Ikea va vendre sur son site internet différents visuels, donc vous aurez moyen de régulièrement de changer si vous voulez mettre autre chose. Bon, les visuels, il y a un peu de tout, comme d'habitude. Vous ferez votre choix. Attends, mais après, le seul point noir... Le visuel, il c'est un cadre. Comment ? Sur un écran ? Il est au-dessus, en fait. C'est un système de cadre que tu vas fixer sur l'encadrement, en fait. Et du coup, l'élément sonore est caché derrière. Ah oui, pour cacher. Vous pouvez aller voir ce qui fait qu'en fait on n'a pas l'impression d'avoir une enceinte, quoi. C'est vraiment caché au mur. Le seul point noir, évidemment, c'est pas sans fil électrique, j'entends, donc il faut le brancher, et donc du coup ça veut dire que vous avez un fil qui descend de votre cadre, et ça c'est un peu bizarre. Donc il faut bien anticiper quand même par rapport à ça, si vous voulez pas qu'il y ait un fil trop moche à la patte. Donc chaque cadre est vendu 179€, donc à peu près le prix de l'enceinte lampe, et il y a moyen, comme pour les 2 autres modèles, de faire de la stéréo. Alors moi je trouve que c'est un bon compromis, ça peut vous éviter de mettre du HomePod mini partout, Le son est vraiment bon, moi j'étais plutôt agréablement surpris par le son, et puis je pense aussi, il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie d'être écoutés en permanence par Siri. L'application, les enceintes, vous pouvez les utiliser dans l'application maison, mais vous pouvez aussi les utiliser directement dans l'application musique. Quand vous cliquez sur le petit symbole d'AirPlay, en fait vous pouvez balancer la musique dans une pièce. Donc voilà, le son Sonos à pas trop cher, des enceintes design avec plusieurs possibilités, étagères, cadres, etc. Je vous conseille l'achat vivement. Merci François pour tes très bons conseils. On va rester dans le son, les amis, avec le tuto audio de la semaine. Le tuto audio, suivre l'arrivée de nouveaux épisodes de vos podcasts préférés dans l'appli podcast d'Apple n'est pas super pratique, mais il existe un moyen de mettre vos podcasts au premier plan dans votre bibliothèque. Ce moyen, c'est ce qu'Apple a baptisé une station dans son appli podcast. Autre avantage, chaque station vous permet de regrouper vos podcasts, un peu comme une playlist. Au sein de chaque station, vous pouvez aussi paramétrer quel podcast vous voulez écouter en premier, ou bien si vous voulez n'écouter que les épisodes les plus récents, et le contenu des stations se met à jour, bien sûr, automatiquement. Alors pour l'exemple, on va créer une station pour réunir iWeek et i5, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous êtes prête ? On y va. Ouvrez l'appli podcast sur votre iPhone ou sur votre iPad. C'est fait. Maintenant, appuyez sur Bibliothèque. Vous savez, c'est l'une des 4 icônes qui est tout en bas. Tout en haut à droite de votre écran, vous avez Modifier. Cliquez sur Modifier. Un menu apparaît. Choisissez Nouvelle station. Tapez le nom de la station. Dans notre cas, ce sera iWeek et i5. Et cliquez sur Enregistrer. Un nouvel écran intitulé « Réglages de la station » apparaît et on va prendre les lignes les unes après les autres. Sur la ligne Lecture tout d'abord, par défaut sur Ordre manuel, choisissez si vous voulez que l'ordre dépende de la chronologie, du titre du podcast ou si vous préférez ordonner les podcasts
à la main manuellement. Si vous laissez regrouper par podcast décoché, le contenu sera présenté épisode par épisode, ce que je trouve dans notre cas plus logique. Sur la ligne Inclure, choisissez le nombre d'épisodes que vous voulez voir figurer pour chaque podcast, le plus récent, les 2, 3, 5, 10 plus récents ou tous les épisodes. Type de podcast, dans le cas de podcast vidéo, ça peut servir, mais dans notre cas, à nous qui ne faisons que de l'audio, vous pouvez laisser par défaut. Non lu uniquement, la case est cochée par défaut, ça veut dire que les épisodes lus disparaîtront. Ça fait le ménage, c'est plus simple. Et puis, choisir des podcasts, c'est là que vous allez sélectionner iWeek et i5 dans le catalogue des podcasts d'Apple Podcasts. Choisissez-les, vous pouvez réunir 49 podcasts dans une seule station, ça nous laisse de la marge. Voilà, tout est paramétré, vous pouvez cliquer sur Retour en haut à gauche. Vous voilà sur votre page de station iWeek et i5. Vous la retrouvez sur la page principale de votre bibliothèque dans l'appli podcast et vous voyez instantanément si un nouvel épisode est arrivé. Le chiffre 1 se met en face, c'est assez simple et c'est super pratique. Voilà les amis, à tout de suite pour nos coups de cœur de la semaine. Nos coups de cœur de la semaine, Ellie, puisque tu as toi un vrai coup de cœur, on commence par toi, tiens. Oui, je suis retombé en enfance parce que, évidemment, vient de sortir le dernier Pixar, mais cette fois-ci pas en salle. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu le déconfinement et donc ils l'ont sorti sur Disney+. Et donc j'étais curieux de voir ça et je peux vous dire que la magie Pixar, parce que moi je suis vraiment un fan absolu de ces films, il est toujours là. Alors, le film s'appelle Luca parce que c'est l'histoire d'un petit garçon italien et en fait, on revient un peu à la magie aussi de Disney, parce que, je vous fais le pitch rapidement, c'est l'histoire d'un... Je sais pas comment on dit, parce qu'une petite sirène, je sais, mais quand c'est un garçon, qu'est-ce qu'on dit ? C'est pas un sirénon. Un donc poulpe. Bon, c'est un garçon sirène, on va dire, parce que je cherchais le mot, mais je n'ai pas trouvé. Et donc, son rêve, c'est évidemment d'aller sur Terre. Ça, vous le connaissez, on a déjà vu ça. Mais que je fasse un break, peut-être. Non, ça va. Donc son Vas-y, rêve, continue. son T'as rêve- 30 secondes, Ellie, pour le pitch. Voilà, donc il voulait aller sur Terre, et donc est-ce qu'il va réussir, et quelles aventures va-t-il vivre en plein milieu de l'Italie ? Voilà, c'est magique, c'est très beau. Et c'est donc Lucas de Pixar. Disney. Yes. Bon, moi, c'est pas du tout un coup de cœur, mais un coup de gueule que je voudrais pousser aujourd'hui. Et ce coup de gueule, il est dirigé vers Apple et vers la toute petite équipe qui gère Apple Podcast en France. Je sais qu'ils sont pas nombreux, donc je veux pas les accabler, mais quand même. Parce que mon premier bilan des podcasts avec abonnement, il est pas très bon. Et à ce jour, Apple ne mérite absolument pas ces 30% de commission sur chaque abonnement. Alors, si vous voulez des faits, j'en ai listé 4. Le premier, quand l'épisode d'un podcast quotidien qu'on met en ligne le lundi matin ne devient disponible pour nos abonnés que le mardi matin, quasiment 24 heures plus tard, vous les abonnés, vous êtes en droit de ne pas être contents du service et nous aussi. Le tout sans un mot d'explication d'Apple ni d'excuses. Autant vous dire que ça risque de recommencer et qu'on ne maîtrise absolument pas le temps qui s'écoule entre le moment où nous, on appuie sur publier et le moment où l'épisode apparaît effectivement sur votre iPhone ou sur votre Mac. Entre 10 minutes et 22 heures selon les jours, ça n'est pas sérieux. Deuxième factuel, l'encodage par Apple des fichiers audio. Les fichiers audio sont hébergés par Apple qui exigent du Wave ou du FLAC. On choisit le fichier dans l'interface de saisie du nouvel épisode, on valide et c'est parti pour un temps indéfini de processing, sans barre de progression, sans pourcentage, on sait rien. Pire, la page ne se rafraîchit pas automatiquement. Pire, l'épisode ne peut être publié que quand l'encodage est terminé. Il faut donc partir faire autre chose et revenir régulièrement, rafraîchir la page en espérant que l'encodage qui a pris parfois 1 heure pour un épisode de 6 minutes sera terminé. Ça n'est pas sérieux. Troisièmement, on n'a aucune stat sur les abonnements.
il existe bien un onglet rapport dans le back-office de Podcast Connect d'Apple, mais nous n'avons jamais pu accéder à la page des chiffres. Cache et cookies supprimés dans Safari, Mac redémarré et même avec Chrome ou Firefox, toujours le même message d'erreur. Autant vous dire qu'on ne sait absolument pas où en est i5, ni comment la courbe d'adoption évolue. Ça n'est pas sérieux. Enfin, et là, ça n'est pas un bug. Apple Podcast ne met pas du tout en avant les podcasts payants, ceux qui pourtant ont le plus besoin de visibilité. Et c'est encore plus le cas d'un podcast quotidien comme i5, malgré plusieurs mails de notre part, des mails personnels à la personne qui s'occupe d'Apple Podcast en France, des mails sans réponse à ce jour. Malgré 2 demandes officielles de mise en avant, nous sommes seuls à assurer la promotion et le développement de l'audience d'i5, sur lequel Apple touche 1/3 des revenus. Ça n'est pas sérieux. Alors oui, je suis remonté contre cet amateurisme d'Apple qui lance un nouveau service parodé, pas opérationnel, complètement buggé, et contre cette absence totale de considération professionnelle, humaine. Ça va bien, au bout d'un moment, de dire qu'on est débordé, qu'on n'a pas le temps de répondre ou de s'en occuper. Nous aussi, on est débordé, mais nous, on délivre, on usine tous les jours pour vous, pour nos auditeurs, pour nos abonnés, et on est pro jusqu'au bout. Alors Apple, soyez pro aussi, nom de nom. Voilà, ça fait du bien, c'est la fin de ce 44e épisode d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Merci beaucoup Emmanuel Pompuri d'avoir été avec nous dans iWeek. Merci à toi, merci à tout le monde, c'était un chouette moment. Et merci à toi Erwan. Merci Benjamin, merci François et merci Ellie pour l'invitation. Et plein de succès à Thibaut Crépel. Salut Ellie. Salut, à bientôt. À bientôt dans i5 et salut François. Salut Benji, salut Ellie, à très bientôt dans i5. Ça manque Ellie qu'on ne soit pas tous ensemble réunis dans i5. Mais si on y était tous, je pense qu'on ferait 2 heures par jour. Exactement, c'est pour ça qu'on n'est que 2, sauf exception. Alors on se retrouve jeudi prochain, on sera le 1er juillet pour l'épisode 45 d'iWeek, la semaine Apple. Ça va commencer à sentir les vacances, mais on vous en parlera la semaine prochaine. D'ici là, on se retrouve dès ce vendredi avant midi pour l'épisode 11 d'i5, une dose Apple par jour. Essayez notre nouveau podcast quotidien et au bout des 3 jours d'essai, confirmez l'abonnement à seulement 3,99€ par mois pour une dose Apple par jour, 5 jours par semaine. Avouez que c'est quand même super raisonnable. iWeek LSA sur Twitter pour réagir et nous envoyer vos questions. On est à votre écoute toute la semaine. Rendez-vous vendredi sur YouTube, la chaîne iWeek pour la version vidéo de cet épisode 44. Passez une très belle fin de semaine, un bon week-end. Bisous Ophi et salut à tous.